Et en parallèle, nous faisons face. Ah. Nous faisons face à une crise de la biodiversité et dans le cas des oiseaux, cela s'illustre à l'échelle mondiale par 50% des espèces qui voient leur population en déclin. Et donc les deux panels scientifiques internationaux qui travaillent. Donc, les deux panels internationaux scientifiques qui s'attellent à trouver des solutions pour atténuer l'effet de ces deux crises ont émis conjointement des recommandations qui stipulent l'importance de prendre en compte la biodiversité lorsque l'on développe des mesures pour le climat et ce pour qu'elle n'ait pas d'impact sur la conservation de la biodiversité. Cependant, on sait que les éoliennes ont différents impacts sur les oiseaux, notamment ceux qu'on va dire indirects, qui vont s'illustrer par des effets de barrière ou des pertes d'habitat. En effet, lorsqu'un individu va détecter une éolienne, soit il va faire demi-tour, ou pendant une période de reproduction ou d'hivernage, va déserter la zone. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas à l'échelle de la population sur les dynamiques qu'est-ce que ces pertes d'habitat peuvent induire. Oh, pardon. Ok. Et en parallèle, il existe des impacts que l'on appelle directs, donc les collisions, ou les mortalités par chute à cause des mouvements de vent. Et à l'heure actuelle, en Europe, c'est pratiquement 60% des espèces d'oiseaux qui utilisent le continent qui sont déjà entrées en collision avec une éolienne. Et cette mortalité, en fait, elle s'inscrit dans un contexte ou encore en Europe, la mortalité d'origine anthropique dépasse les mortalités naturelles. Et l'impact que cela peut avoir sur les populations, il y a des travaux qui ont montré que ça pouvait entraîner le déclin des populations, notamment des espèces longévives, donc qui vivent longtemps. Donc, comment on peut faire pour savoir si une espèce est à risque? Un moyen de le savoir, c'est d'utiliser les données GPS. On a déjà eu un petit exemple aujourd'hui de comment elles peuvent être utilisées. Moi, je les utilise un petit peu différemment parce que j'étudie le comportement de vol. Le comportement de vol, je le divise en deux critères, deux caractéristiques. D'une part, le temps passé à voler et d'autre part, les hauteurs de vol. Donc, sur ce graphe, vous pouvez voir en fait une description du comportement de vol d'espèces en période de reproduction en France, avec sur l'axe des abscisses le pourcentage de temps à voler. Donc, plus on est sur la droite, plus c'est les espèces qui vont passer long du temps à voler. Et sur l'axe des ordonnées, les hauteurs de vol. Donc là, ce sont les distributions à 95%. Et en fait, une espèce, elle va être à risque. Plus elle va passer de temps à voler et plus sa distribution des hauteurs de vol va intersecter la zone de rotation en fait, des pales des éoliennes. Et dans un second temps, les données GPS peuvent être utilisées pour étudier l'évitement. Est-ce qu'un individu, lorsqu'il détecte une éolienne, va modifier son comportement? Ça a été mis en évidence avec le busard cendré qui va éviter des zones jusqu'à environ 40 mètres d'une éolienne. Donc, sur ce constat-là, ce sont des résultats et des réponses auxquelles je vais apporter pour le Dicknam CRIA. Donc, j'ai utilisé des données GPS d'une population qui niche dans l'Aube. Donc, on peut voir typique une zone agricole. Et entre 2021 et 2024, ce sont 64 nids qui ont été comptabilisés. Mais en parallèle de ça, c'est aussi une zone avec une forte densité éolienne. Ce sont 48 éoliennes répartis en trois parcs sur cette zone. Donc, j'ai utilisé les données de 19 individus. Il y en a 11 qui sont encore équipés aujourd'hui. Et j'ai, dans un premier temps, calculé la probabilité qu'ils ont à voler par tranche horaire. Donc, sur 24 heures, j'ai calculé la probabilité toutes les heures qu'ils soient en vol. Et j'ai comparé ça durant la période de reproduction et reproduction active et dans les périodes de pré- et post-reproduction.
Et j'ai aussi extrait du coup les paramètres de distribution des hauteurs de vol et j'ai calculé la proportion des vols en fait qui ont lieu dans la zone à risque. Et la zone à risque dans notre zone d'étude, elle est définie entre 31 et 129 mètres. Ensuite, pour étudier l'évitement, je l'ai séparé entre lorsque les individus sont au sol et lorsque les individus sont en vol. Donc, pour ce faire, j'ai calculé une densité de points qui se trouve dans des bandes concentriques construites autour des éoliennes, et ce, à différentes distances. Et lorsque les individus sont en vol, j'ai comparé lorsqu'ils volaient à hauteur de risque et lorsqu'ils volaient en dehors de la zone à risque, voir si leur comportement était différent. Donc, de manière pas très étonnante, on peut voir que le DICNEM ne vole pratiquement pas en fait durant le jour et son vol en fait va être concentré en début de nuit et en fin de début et en fin de nuit. Et on constate que ça correspond à 17 minutes passées à voler en période de reproduction active et à peine plus que 10 minutes en pré- et en post-reproduction. Concernant les hauteurs de vol, on peut voir que la hauteur de vol qu'ils utilisent le plus, c'est 10 mètres. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que les Odichnem volent assez bas puisqu'il y a 50% de leur distribution qui est comprise entre 5 mètres et 17 mètres le jour, et c'est exactement pareil la nuit. Et on constate que la nuit, ils vont voler un tout petit peu plus haut, avec une moyenne à 14 mètres. Et lorsque l'on s'intéresse à la zone à risque de collision, c'est 3% de la distribution des hauteurs de vol qui sont en zone à risque de collision le jour et pratiquement 10% la nuit. Et lorsque l'on intègre ça avec leur temps passé à voler par jour, c'est moins de 1 minute durant la journée à voler à hauteur de risque et la nuit, c'est à peu près 1 minute. Concernant leur évitement, lorsque les œdicnèmes sont au sol, on constate qu'ils n'évitent pas du tout les éoliennes. Au contraire, on voit ils vont plus y aller. Euh, je dis plus y aller, mais est-ce que c'est un attrait ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Il faut juste garder en tête que vous avez peut-être vu la position des nids. Il y en a certains qui sont très proches des éoliennes, donc ça peut être juste un biais, entre guillemets, et donc pas d'évitement, pas de répulsion face aux éoliennes. Cependant, le constat est différent lorsque les individus sont en vol. On peut voir que lorsqu'ils volent, donc principalement en dessous de l'éolienne, ils vont l'éviter. En effet, on voit que la densité augmente environ de 10% lorsqu'on s'éloigne de l'éolienne. Et ce constat est le même, un peu plus faible, lorsque les individus volent à hauteur de risque. Donc, les conclusions. Le Dicnem criard est une espèce qui n'est pas vulnérable au risque de collision. Sur une journée, c'est moins de 2 minutes à passer à hauteur de risque. Et ça confirme les résultats qui étaient parus dans l'étude de Vulneo qui classait le Dicnem à la 109e position de sensibilité face à l'éolien terrestre. Et ce qui peut être rassurant quand même, c'est on peut voir que le DICNEM est capable de détecter les éoliennes et qu'il les évite. Cependant, ces résultats sont dans un cadre précis. Il s'agit de la période de reproduction avec des éoliennes avec une garde au sol de 30 mètres. Et si on était amené à diminuer cette garde au sol, donc c'est-à-dire la distance entre le sol et la pointe de l'éolienne, si on la diminue, il va y avoir une augmentation du risque de collision et le dichnème ne sera pas la seule espèce qui en pâtira. Il y a toutes les espèces de busards qui vont voir leur risque de collision augmenter et aussi les milans. Et ces résultats ne sont pas extrapolables à la période de migration. En effet, lorsque l'on regarde, donc ça c'est la distribution des hauteurs de vol de le dichnème, c'est 95%.
Et en orange, c'est sa période de migration. On peut voir que le Dicnem, là, va voler beaucoup plus haut et risque donc d'être beaucoup plus sensible au risque aux collisions. Et, et je vous remercie de votre attention. Il y a des questions. Ah, bah, si. Tiens. Oui, bah, c'est la question que j'avais posée. J'ai pas entendu. Les hauteurs de vol lorsqu'ils traversent la Méditerranée, et ben c'est pendant la période de migration, donc c'est beaucoup plus haut en fait que durant leurs vols locaux. Après, j'ai pas exactement pendant la période au-dessus de la mer, mais c'est sûr que ça sera plus haut au début et après, là, c'est quand même assez long à traverser la Méditerranée. Du coup, on peut penser que ça va diminuer sur la fin. Est-ce que vous pouvez me rappeler la vitesse de pointe en bout de pâle? La vitesse de pointe en bout de pale, ça va varier en fonction du diamètre de l'éolienne, mais on peut atteindre et du vent. Mais ça peut atteindre Les collègues de. Il y a des membres de Enertrag dans la salle. Enertrag. Attendez. Oui. Oui. Frédéric ou. Un petit poisson. Oui, tout pas sûr. Ils sont où? Et pour la question de l'altitude en Méditerranée, on avait débuté à regarder cette information. En fait, c'est dépendant des conditions météorologiques. Quand il fait mauvais, on avait des oiseaux qui avaient tendance à voler beaucoup plus bas, limite fil de l'eau. Voilà. Et lorsque les conditions sont meilleures, ils volent plus haut. Voilà. Comme Lucille le précise aussi, on a des oiseaux qui vont voler plus bas au début, ils vont monter ensuite, et ensuite ils vont redescendre lorsqu'ils arrivent de l'autre côté. Et certaines hauteurs que l'on a, mais je voudrais pas. On était autour de entre 100 et 300 mètres d'altitude. Mais il y a probablement des hauteurs qui sont plus haut. Là, c'était surtout toute la période, ça? La Migration terrestre. migration terrestre. Ok. C'est pas du tout une espèce qui est capable de couper 513 mètres. Bah, si, quand même. Là. C'est en... Si, si, bien sûr. Le point, c'est la médiane, donc c'est 50%. Euh, on voit qu'il y a 50% des hauteurs de vol qui sont au-dessus de 300 mètres et 50% qui sont en dessous. Donc, Très, 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 très beau. Ah, ouais, pareil. oui, là, non, ça va pas monter à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. Euh, Attends, juste pour la vitesse rotation, comme Oui, ça on a l'info. les vitesses angulaires sont annoncées aux alentours de 300 km/h. Ça dépend effectivement des modèles. J'en profite comme chez Micro pour également vous poser une question. Est-ce que, comme il y avait 48 machines autour des 19 individus suivis, est-ce que vous avez pu corréler la vitesse, les conditions météorologiques de vol par rapport aux données en machine? Vous pouvez juste répéter le début. En fait, non, j'ai pas entendu la question. Non, il y a 48 machines autour des 19 individus qui ont été balisés. C'est de savoir si vous avez pu accéder aux données météorologiques pour creuser les conditions météorologiques de vol de chacun des individus. Sinon, ça peut être intéressant à réaliser pour les chauves-souris. Ouais, ouais, ouais. Non, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. On a eu les données trop tard et c'était pas dans les objectifs initiaux de l'étude. Et j'ai pas d'informations là-dessus. Merci beaucoup pour la présentation. Simplement une remarque que tu as précisée en disant que le risque augmenterait si la garde au sol des éoliennes était diminuée. Tu parles de ça parce que c'est quelque chose qui se fait dans l'eau avec les porteurs de projets avec lesquels tu as pu travailler. Parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a plutôt une augmentation avec des gardes au sol de 90 mètres et des machines à 200 mètres. Ok, bah ça c'est une chouette nouvelle parce que en fait cette remarque elle vient du fait qu'il y a des réglementations vis-à-vis du développement éolien où
où il y a une limite d'altitude maximum vis-à-vis de l'aviation, si je dis pas de bêtises. Et vu qu'on cherche à avoir des modèles de plus en plus performants, le seul moyen d'augmenter le rendement, c'est d'augmenter le diamètre, mais en fixant la hauteur maximum et donc du coup de diminuer la garde au sol. En BFC, on a des projets à 230 mètres de pale. Ok. Mais par contre, effectivement, il y a des restrictions de pouvoir d'aviation qui sont plutôt, on ne peut pas mettre d'éoliennes sur le type d'éolienne, même si ça commence à changer si sans être tout à fait sûr. Ok, bah, je me renseignerai, c'est intéressant. Ouais. Merci. Il y a plusieurs variables de l'évitement des éoliennes et tu as parlé de la contrainte des nids. Oui. Est-ce que tu avais testé le positionnement des nids par rapport aux éoliennes? Du coup, est-ce qu'ils positionnaient aléatoirement les nids? Euh, j'ai pas pu faire d'analyse par rapport au nid, mais en effet, ça serait hyper intéressant de le faire et surtout je sais pas si les données GPS le permettent, je sais pas quand le parc a été développé, mais de faire un avant-après en fait, et de voir s'il y a une modification de l'utilisation de l'habitat à cet endroit-là. Ouais. On a eu ça. Vas-y. En chimie, on a déjà pas mal de retard. Ouais. Voilà. Donc, Paul Adam, chargé de mission à la LPO Aura dans le Rhône. Et je vais vous parler d'un retour d'expérience sur les mesures compensatoires de l'Est lyonnais. Sachant que a priori, on est le secteur où il y a le plus de mesures de compensation, il y a le plus grand nombre de projets concernés. Voilà, donc il y aura un peu de retour de terrain et puis un petit peu des résultats d'une étude qui avait été faite par Steve et ses collaborateurs réunis en 2023 avec les données de 2017 à 2022. Donc, le plan de sauvegarde de la digue nucléaire dans l'Est lyonnais, on en a déjà parlé quelques fois. C'est un plan qui a été défini en 2012 et mis en action à partir de 2015. Voilà, donc sur la zone de l'Est lyonnais, sur la zone de plus de 60 000 hectares avec un peu moins de 30 000 favorables à l'habitat. Une population de 80 à 100 couples. Donc voilà, Jean-Yves vous l'avait dit, on avait un objectif de maintenir une population de 80 couples. Donc ça, a priori, c'est un objectif rempli sur la période. Alors pourquoi ce plan a été mis en place? Bah, parce que c'est sur un secteur, on a à l'ouest l'agglomération lyonnaise, et c'est un petit peu le front d'urbanisation de Lyon, en fait, et la zone de mise en place de grandes infrastructures, qu'elles soient de transport ou des zones d'activité, ou des stades, par exemple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, sur le stade de Lyon, maintenant le Groupama Stadium, il y avait la problématique de l'item qui s'est posée. Il y a eu une nécessité qui s'est imposée aux aménageurs de mettre en place des mesures de compensation. Et du coup, de par le fait, les collectivités et les services de l'État, eux, ont dû prendre en compte cette espèce. Et du coup, comme il y a eu plusieurs sites qui ont été concernés par ces mesures, le plan avait notamment pour objectif de mettre un petit peu, de faire des mesures compensatoires un peu plus standards que ce qui avait été fait avant, parce qu'il y avait différentes méthodes qui avaient été mises en place. Donc voilà, une des missions principales du plan, c'est le suivi des mesures compensatoires. Donc, la mise en place du plan, on avait donc une dizaine de mesures compensatoires qui ont été mises en place avec des surfaces variables. Pas forcément de cohérence en termes de mise en place, donc profondeur de décapage, granulométrie, etc. Voilà, et puis au début, ces mesures marchaient pas très bien. Donc, ce qui a été mis en place avec le plan, c'est des mesures avec une surface standardisée de 1 hectare
qui comprend donc 5000 m² de zone régalée pour la reproduction et 5000 m² de zone normalement qui doit être la pelouse rase, mais qui en fait est une zone de caillouteuse, mais décapée sur moins de profondeur. Et voilà, une standardisation sur les durées de mise en place de mesures de compensation. Et du coup, bon, de fait, il y a une réduction de la surface de la compensation, mais en contrepartie, il y a un suivi qui est mis en place sur tout le territoire de l'Est lyonnais. Donc, les couches sont donc suivies et protégées. Voilà, donc ça c'est le cahier technique de la compensation tel qu'elle est définie enfin, dans le plan à l'heure actuelle, donc 1 hectare. Au niveau de la granulométrie, on a un petit peu évolué. On préconisait au départ la mise en place de KLV. On est passé sur du 12 mois pour des questions de facilité d'entretien. Voilà, de la mesure doit être localisée dans le territoire plan. Pour éviter le dérangement, on préconise la mise en place d'une clôture et un entretien adapté pendant toute la durée d'effectivité de la mesure, telle qu'elle est définie dans l'arrêté. Voilà, donc ça c'est un exemple d'une mesure qui existait avant le plan, qui est qui était pour un projet de voie d'accès à un centre d'exposition. Voilà, donc on avait une surface totale de 13 hectares avec 3 sites distincts pour un seul projet. Avec voilà, des différences entre chaque projet, des différences entre chaque parcelle, donc la profondeur de décapage n'était pas la même, etc. C'est une mesure enfin, il y a une seule et 3 parcelles en fait, qui a vraiment fonctionné et qui accueille régulièrement de l'EDICNA. Voilà, donc ça c'est notre territoire avec la localisation des différents sites de compensation. Donc 29 parcelles qui sont liées à 22 projets différents et une surface de 42,5 hectares. Donc, ce qui s'est passé avec le déploiement du plan, c'est on a constaté plutôt une multiplication de petits projets, plutôt que on a eu quelques gros projets sur plusieurs dizaines d'hectares, mais la plupart des projets d'aménagement en fait concernaient des petits sites, parfois des sites intra-urbains. Ce qui va se passer souvent, c'est que vous avez une ZAC qui est en train d'être aménagée, il reste un lot vacant, qui du coup est décapé et viabilisé, et du coup ça crée un milieu favorable pour le BITEM qui vient s'installer. Ou autre cas, on peut avoir des ZAC plus anciennes, où il y a des bâtiments qui sont démolis, qui restent en attente de construction pendant plusieurs années, et du coup qui sont occupés par le BITEM. Ce qui explique donc, en fait la multiplication des projets et des sites de compensation. Voilà, donc pour ce qui est des résultats, euh, on a une occupation un petit peu irrégulière depuis le début des suivis. Donc voilà, on a des années où on a une forte occupation avec les 3 quarts des sites qui sont occupés. On a des années où il y a une occupation beaucoup plus faible et seulement à peu près un tiers des sites qui sont occupés. Voilà, donc, il y a des dynamiques qui se produisent sur le territoire. On n'a pas forcément les causes de ces changements, en fait. Mais sur le long terme, donc, il y a quand même une majorité des sites de compensation qui ont accueilli des couples. Et voilà, environ 75% qui ont accueilli au moins une fois. Donc, pour ce qui est du succès de nidification, voilà, ça a été évoqué brièvement ce matin. On a une variation importante en fonction des années, des sites. Globalement, les 4 premières années, donc entre 2015 et 2018, ouais, on n'a pas eu de succès de nidification sur les parcelles. Il y avait pas beaucoup de parcelles, mais il y en avait quelques-unes quand même. Et il n'y a pas eu de succès de nidification du tout. Les premiers succès donc, ont été enregistrés à partir de 2019.
Voilà, donc au niveau globalement, sur tous les toutes les nidifications qui ont eu lieu, on a un succès de nidification qui est un petit peu inférieur au succès de nidification global sur d'autres milieux. Alors, pour ce qui est des causes, des facteurs qui influent sur la réussite d'une mesure, donc un des aspects qui avait été mesuré donc à l'époque par Steve avec nos données, c'était l'influence de l'âge de la mesure. C'est-à-dire que souvent une mesure ne va pas fonctionner la première année. Elle va fonctionner ou la deuxième, troisième, voire quatrième année après sa mise en place. Et voilà, et il y a du coup un meilleur succès de reproduction également. Donc l'hypothèse qui a été voilà, qu'on a eue, c'est que le milieu, une fois quand il est créé, il est très austère, très minéral, donc il n'y a pas forcément de ressources alimentaires. Et ce qui va se passer, c'est que les petits cortèges de petits invertébrés du sol dont l'hypnose va se nourrir vont revenir petit à petit, ce qui explique le délai en fait, en utilisation de la mesure et aussi le retour de la végétation qui permet aux poussins de se disséminer. Voilà, ça c'était le cas général. On a aussi des cas particuliers de mesures qui sont occupées assez rapidement après leur création et qui vont être désertées après quelques années. Ça, on suppose que c'est à cause du retour des prédateurs en fait, ces mesures, puisque voilà, les mesures conservatoires peuvent aussi malheureusement créer des zones de chasse pour certaines espèces de prédateurs. Oui, un aspect déterminant aussi pour le succès de l'édification qui avait été mesuré, c'est l'habitat proche. C'est-à-dire que une mesure qui à la limite entre des habitats urbains industriels et des habitats agricoles aura un meilleur taux de succès qu'une mesure qui est isolée en milieu agricole. Et voilà, on a supposé que les mesures qui sont uniquement entourées de milieu agricole fonctionnent moins bien parce il y a une diversité. On est dans des secteurs quand même de grandes plaines céréalières, donc des milieux assez homogènes. Et du coup, si on implante une mesure, ça va créer un milieu plus diversifié qui va attirer des prédateurs. C'est la théorie du puits de prédation. Voilà. Bon, pour essayer de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, on réalise actuellement un suivi par fiche photo pour essayer de détecter la présence des prédateurs. On n'a pas encore les résultats. Voilà, on est encore en train de suivre les différents sites. Et une fois qu'on aura des résultats pour tous les sites, on essaiera de mettre en corrélation la présence des prédateurs et la présence de couples et le succès de reproduction. Il y a une autre problématique qui se pose sur les mesures de compensation, c'est la cognition par la végétation. Donc, c'est pas forcément très gênant pour le nickname qui peut quand même s'installer, même si la végétation est parfois assez haute, tant qu'il y a des zones un petit peu dégagées de cailloux. Par contre, ça veut dire que l'entretien est absolument nécessaire sur ces parcelles, parce que sinon, bah, sont vite embroussaillées et elles sont plus du tout favorables au bout de quelques années. Alors ça paraît évident, bien sûr, mais bon, il y a toujours des gestionnaires de sites qui sont pas très rigoureux sur la gestion. Donc, il faut insister là-dessus. Voilà, en conclusion, les mesures sont généralement en marche. La plupart ont recueilli des couples nicheurs et une bonne partie des succès de reproduction. Mais voilà, on en a parlé aussi ce matin, le succès reste un petit peu inférieur que sur d'autres sites comparables anthropisés, type friches industrielles, bassins, etc. Au niveau ouais, de l'occupation, qui est un peu moins régulière, et de succès de reproduction. Et l'occupation également est variable dans le temps, soit selon des dynamiques qu'on n'explique pas forcément. Voilà, aussi, il faut un certain temps pour valider si une mesure est efficace ou pas. Ce pas des choses qui apparaissent forcément dès la première année.
Voilà, souvent, il faut 2, 3, 4 ans pour voir si les mesures peuvent fonctionner. Voilà, du coup, il y a quand même une surface conséquente maintenant qui est mobilisée pour ces mesures. Du coup, ça vient, on commence à se poser des questions sur ce qu'il faut continuer dans cette loi. Voilà, le plan ICNEM arrive dans sa 10e année là, depuis sa mise en place. Donc, on est en réflexion sur quel avenir on va donner à ces mesures. Voilà, on a des problèmes. Enfin, du coup, la création de la mesure, elle incombe toujours au contrat de projet. Donc, du coup, c'est lui qui va trouver le foncier. Et c'est vrai qu'on a des problèmes pour trouver du foncier, parfois pour réaliser ces mesures, et aussi qui sont parfois mal perçues par par exemple, les agriculteurs ou des riverains. Voilà, et puis on en a parlé aussi, on a la réflexion sur l'utilisation des toitures. Voilà, donc le plan à l'origine, il était prévu d'expérimenter sur la création de mesures en toiture. Ça n'a pas été fait. Bon, il y a eu des problèmes, des difficultés techniques sur la question des toits de bâtiments industriels. Mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on voit si ces toitures peuvent accueillir le lignum de façon durable, si elles sont attractives, et s'il peut y avoir un vrai succès de reproduction. Voilà, ça nous interrogera sur la nécessité de mettre en place des plateformes en galets. Voilà. Alors, on va autoriser une seule question dans le et le reste, moi, c'est pour répondre dans le chat. Plein de questions. Super. Plein de questions là-bas. Une seule question, s'il vous plaît. Si on a pas tant mieux. Ah non, pas tant mieux. Nous, allez, on mange avec Symbiose, et du coup, on peut tu vois. Je peux te mettre là-bas, ouais. Oui, bonjour. Donc, je suis Arthur Daltra, je suis data scientist et le fondateur de la société Symbio qui propose du service en analyse de données environnementales. Et donc, ma présentation porte sur les zones de halte migratoire, la caractérisation de ces zones et les leviers pour les mesures d'accompagnement. Voici mon plan. Donc, introduction méthodologie, les caractéristiques des zones de halte, en particularité de leur localisation, la surface de ces zones, la typologie des habitats, le comportement des individus sur ces zones, donc le nombre de haltes par migration qu'on observe, la durée des séjours, la fidélité à une zone, l'abondance des zones, et ensuite on regarde un peu plus la fréquentation des zones remarquables et sur les sites Natura 2000 et les différents départements. Voilà, donc pour ce qui est de la méthodologie, donc moi j'ai eu la chance d'avoir accès aux données GPS récoltées par les différents partenaires. Toutes les données issues aussi de balises GPS, donc ce qui représente environ 140 individus différents, pour un total de 20 millions de points GPS. Donc merci aux partenaires. Moi j'ai procédé à l'exploitation des données pour faire cette analyse et donc, dans le but d'apporter une meilleure connaissance de l'espèce et d'apporter des mesures compensatoires qui soient basées sur la donnée. Donc, pour ce qui est un peu plus de la méthodologie, comme je disais, on a à peu près 20 millions de points GPS. Et la première étape, ça a été un peu de labelliser chacun des points. Bien sûr, je l'ai pas fait manuellement. J'ai construit un programme pour labelliser un peu automatiquement tous ces points. Je les ai labellisés avec 5 labels, donc les halts, les points qui correspondent à des hivernages, des migrations post-nuptiales, des migrations pré-nuptiales et de la reproduction. Pour faire ce. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tous les points qui correspondent à des haltes, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et donc, j'ai pris une grande carte que j'ai coupée en tuiles de 1 km². J'ai regardé tous les points de halte qui tombaient dans cette tuile. J'ai gardé que les tuiles qui contenaient des points de halte. Je les ai regroupés, j'ai regroupé les tuiles voisines dans le but d'agréger tous ces points de halte.
Et ensuite, j'ai calculé l'enveloppe convexe de tous ces points pour trouver les différentes zones de Halte. À ça, c'est vrai que je pourrais ajouter aussi une étape de densité de probabilité, comme on a vu dans certaines présentations, pour affiner les zones. Voilà, donc pour ce qui est des caractéristiques des zones de Halte, donc voilà un peu la carte qu'on obtient quand on affiche toutes les différentes haltes sur le territoire. Donc ça fait beaucoup de zones, on en a 1600, pour un total d'environ 955 km². Voilà, donc si on regarde un peu la surface de chacune de ces zones, donc, là, sur le camembert, on a la répartition des zones. On a pour la moitié des zones de halte qui font moins de 0,1 km², donc quand même relativement petite, ça fait à peu près 300 mètres sur 300 mètres. Et donc après, on a en vert, pour 12%, on a des zones entre 0,1 et 0,5 km². En violet, c'est tout ce qui est supérieur à 1 km², on en a pour 10%. Voilà. Ensuite, là, j'ai superposé un peu ces zones de halte avec les données du Greenland Cover. Donc, histoire d'avoir un peu la typologie des habitats qu'on trouve sur ces zones de halte. Et donc, voilà, on voit que c'est principalement des terres agricoles, avec pour 40% des terres arables non irriguées. Pour 10%, on a des terres irriguées en permanence. Ensuite, viennent les vignerets, les arbres fruitiers et vergers, les schémas de culture complexes, les prairies, et prairies naturelles et pâturages, et un petit peu de rizière. Et donc, pour les 11 derniers pourcents, c'est toutes les autres catégories pour celle-ci. Voilà, maintenant, si on s'intéresse un peu plus au comportement des individus lors des haltes, donc là, j'ai regardé un peu le nombre de haltes observées par migration. Sachant que moi, dans mon analyse, je considère une halte comme si l'individu s'arrête 10 minutes et repart, c'est une halte. Je n'ai pas différencié vraiment les pauses des haltes. Son vocabulaire, voilà, il est peut-être en pleine discussion. Mais voilà, ce qu'on observe, c'est que euh, donc là, j'ai différencié les haltes entre migration postnuptiale et prénuptiale. Prénuptiale en bleu et postnuptiale en rouge. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a bon, c'est assez hétérogène. On a des individus qui font des haltes qui font entre 5 et 25 haltes, mais si on en a parfois beaucoup plus et parfois beaucoup moins. Voilà, et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a une différence significative entre les deux périodes migratoires. En période prénuptiale, les individus ont tendance à faire un peu plus de haltes. Voilà, ensuite, pour ce qui est des durées de séjour, j'ai regardé aussi la distribution, du coup, en différenciant nuptial et prénuptial. Donc, on a des individus, comme je disais, qui restent 10 minutes et qui repartent, mais on a aussi des individus qui sont restés plusieurs semaines sur la même zone. Donc, voilà, c'est encore très hétérogène. Mais ce qu'on voit, c'est que de manière générale, c'est assez rare qu'un individu reste plus que un jour et 15 heures, je crois, c'est la limite un peu au-dessus des boîtes à moustaches. Tous les autres points là au-dessus, c'est des valeurs plus atypiques. Oui, et du coup, j'ai tronqué le graphique parce que voilà, on avait une très grande dispersion. Et oui, et là-dessus, il n'y a pas de différence statistique, en tout cas, entre les deux périodes migratoires. Voilà, maintenant, si on regarde un peu la fidélité d'un individu à sa zone de halte, on s'est posé un peu la question de est-ce qu'il a tendance à revenir sur une même zone. Euh, donc voilà, donc on a regardé le nombre de passages maximal dans une même zone par individu. Donc, on a 50% des individus qui ne sont jamais repassés, qui ont pris 40 passages dans une même zone, qu'ils ne jamais repassent deux fois. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on n'a pas non plus balisé tous les individus depuis très longtemps. Donc, c'est normal que, si voilà, là, en fait, sur le graphe en dessous, on voit que, par exemple, on n'a que 25 individus qui a pour un an seulement de données. Donc, forcément, ça lui laisse assez peu d'occasion de revenir sur la même zone. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et sinon, si je reviens sur le camembert, on a pour moitié des individus qui sont revenus sur la même zone. Donc 30%, ils sont déjà revenus une fois sur une même zone. 10%, ils ont fait trois passages sur une même zone. Et ensuite, en 5%, ils ont fait quatre passages sur une même zone. Et voilà, on a même un individu qui a fait sept passages sur une même zone de halte. Voilà. Mais bon, du coup, forcément, plus on aura de données, plus ces données, enfin, voilà, ces résultats
vont évoluer parce qu'on aura plus d'occasions pour qu'un individu repasse sur une même zone. Euh, voilà, maintenant, si on regarde un peu le top des zones, c'est-à-dire les zones où il y a le plus d'abondance, c'est-à-dire qui sont les plus fréquentées. Euh, donc, on a une grande majorité forcément des zones qui ont, là, on a observé qu'un individu différent y est passé, donc 94% des zones de halte. Et environ 5%, on a observé plusieurs individus différents y passer, en considérant que là, on ne peut que en compte les données des balises GPS. Bien entendu, on n'a pas balisé tous les itinéraires de la Terre. Et là, sur la carte à droite, on voit le top des zones qui sont les plus fréquentées. Donc les zones les plus foncées, en fait, il n'y a eu que deux individus différents. Et après, les zones les plus claires, c'est là où on a vu plusieurs individus, enfin, plus de deux, donc 3, 4, 6. Et on voit que c'est vraiment au niveau juste après la frontière espagnole, on voit une zone où il y a eu 6 individus différents qui est passé. Donc, voilà. Donc, ces zones-là, c'est vraiment des zones un peu stratégiques pour le LICNEM lors des haltes. Euh, Ensuite, on a regardé un peu les zones de halte qui tombent dans des sites Natura 2000. Ce qu'on a vu, c'est que 12% des zones de halte sont sur des sites Natura 2000. Et après, là, sur le camembert, on a la distance de ces zones de halte au site Natura 2000. Donc voilà, voilà un peu la répartition. On n'a que 6% des zones qui sont éloignées à plus de 40 km. Et parmi les 13 zones de halte les plus fréquentées, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'individus différents qui ont séjourné, il n'y en a qu'une sur 13 qui tombe sur un site Nature 2000. Voilà. Ensuite, oui, donc là, on voit la carte justement de toutes les zones de halte avec en bleu les haltes qui tombent sur des sites Nature 2000 et en rouge les haltes qui tombent en dehors de ces sites. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que les Espagnols sont peut-être un peu meilleurs que nous pour, là-dessus, parce qu'elles ont plus tendance à séjourner sur des sites Natura 2000 qu'en dehors. Euh, Là maintenant, j'ai focalisé un peu sur les départements, donc j'ai regardé le nombre d'individus qui a fait les haltes différents. Individus différents, ils ont fait une halte par département. Et donc, on voit que le département français le plus fréquenté, c'est l'Hérault. Et ensuite, c'est des autonomies espagnoles que Gérone, Tarragone, Valence et Majorque. Et après, donc, les départements français, donc l'Aude, l'Eure-et-Loir, Bouches-du-Rhône, Vienne, Charente-Maritime, le Cher, Haute-Vironne, Pyrénées-Orientales, le Gard et le Loiret. Voilà. Donc, conclusion, donc, ce qu'on a vu, c'est que les zones de halte étaient quand même de surface assez limitée. C'est très rare qu'elles fassent plus d'1 km². Donc, ça, on le sait peut-être déjà, mais ils privilégient les zones agricoles pour faire ces haltes. On observe généralement entre 5 et 25 haltes par migration, mais il y a une très forte hétérogénéité. Pareil pour la durée des haltes. Elle dure entre 1 heure et 20 heures, mais parfois c'est un peu moins et parfois c'est beaucoup plus. On a des individus qui sont déjà fidèles à certaines zones de halte. On sait qu'ils ont tendance à y retourner, même si on a assez peu de données disponibles là-dessus pour affiner cette analyse. Voilà, on observe déjà des zones de halte qui sont sur des signatures 2000, qui sont encore beaucoup, enfin 12%. Et donc, lors de cette analyse, on a produit beaucoup de cartes, notamment sur les zones les plus fréquentées. Tout ça pour faire de l'appui pour les mesures de protection de conservation, tout ce qui peut porter à connaissance. Et cette analyse, enfin, ces mesures elles peuvent aussi bénéficier à d'autres espèces migratrices qui ont des comportements un peu similaires à ceux de l'ODICM pour ce qui est des haltes migratoires. Voilà aussi les contraintes et challenges lors de ce travail, ça a été un peu la volumétrie des données. Parce que voilà, 20 millions de points GPS, ça commence à faire beaucoup. Ça représente 10 gigas de données. C'est parfois compliqué à visualiser parce qu'il y a beaucoup de points qui se superposent. Et du coup, pour ça, on est obligé de trouver des techniques innovantes de visualisation et de traitement de calcul. Notamment, j'ai utilisé DataShader pour certaines visualisations quand il y a beaucoup de points qui se superposaient. Et après, pour tout ce qui est compte calcul, du coup, j'ai essayé d'optimiser les codes et les traitements
en utilisant tous les CPU de l'ordinateur ou la carte graphique. Voilà pour ce qui est des perspectives futures. Bon, on peut regarder aussi d'autres sources de données comme les haltes qui tombent sur des INIF. On peut s'intéresser aussi à la temporalité des zones, quand est-ce qu'elles sont fréquentées. On peut regarder aussi les couleurs de migration les plus empruntées ou utiliser des modèles de fondation pour ajouter plus de caractéristiques géobioclimatiques en faisant ces analyses sur des analyses plus fines là-dessus. Euh, voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, je sais pas sur le temps. Alors, juste une question. Daniel. Et ensuite, dernière présentation. Des haltes près des habitations. Je suis pas allé jusqu'à ce degré d'analyse. Oui, pardon. J'ai pas regardé ça dans l'analyse, mais en tout cas, toutes les données sont disponibles et c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement avec toutes les données qui ont été collectées. Oiseaux qui s'arrêtent sur les rassemblements post-culturels en migration. Donc, savoir c'était quoi la proportion. Les rassemblements post-culturels sont souvent pas des zones habitées. C'est effectivement quelque chose qu'on observe. Après, là, précisément, connaître le ratio, je peux pas vous le dire. Mais ça peut être des bonnes perspectives pour la suite. Ok, merci. On enchaîne avec biodiversité. Dernière parole. Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Daniel Chantrel-Bana et je suis accompagné de mon collègue Quentin Robert. On est tous les deux chargés d'études à l'association Aérobiodiversité. Alors, on est tout nouveau dans le programme EDICTEM. On a commencé cette année, en 2025, en milieu d'année, former deux premières plateformes aéroportuaires, du coup, en coopération avec Steve. Donc voilà, on va vous présenter un peu des réflexions qu'on a sur le programme, si on n'a pas autant de résultats voilà, que certains acteurs. Il est très intéressant en tout cas d'avoir autant de recul et de pouvoir avoir ces retours d'expérience pour la suite. Donc je vais laisser Quentin du coup, introduire la démarche. Bonjour à tous. Du coup, comme mon collègue l'a dit, je vais vous montrer un petit peu, on va vous montrer un peu aujourd'hui qu'est-ce qui est fait sur les aéroports pour l'instant et surtout qu'est-ce qui pourrait être fait, parce que pour l'instant, on n'en est qu'au début. Juste, je vais peut-être présenter un petit peu rapidement l'association pour ceux qui ne nous connaissent pas. On fait partie de l'association Aérobiodiversité. C'est une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général qui a été créée en 2015 à la base sous le nom de Hop Biodiversité. L'idée, c'était de regrouper à la fois autour de la biodiversité les acteurs privés de l'aérien, comme les compagnies aériennes, les aéroports, avec aussi le secteur public via la DGAC et aussi, très important, avec le Muséum national d'histoire naturelle. Notre association, elle a un engagement reconnu dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Et on a aussi également un label, le label Aérobio, destiné aux aéroports et aux aérodromes qui souhaitent officialiser et démontrer leur engagement sur la biodiversité sur leur terrain. Et du coup, ce label est aussi inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Euh, pour les activités concrètes, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'oriente autour de trois axes. On va avoir évaluer et inventorier la biodiversité qui est présente. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les terrains aéroportuaires sont des terrains qui sont très peu connus et peu inventoriés, de par en fait des problèmes de sécurité et d'accès à ces terrains. En fait, c'est très difficile d'avoir accès à l'intérieur des clôtures sur un aéroport. On ne peut pas y rentrer comme on veut et faire ce qu'on veut quand on veut. On est là pour inventorier cette biodiversité. On travaille aussi évidemment avec les gestionnaires de l'aéroport pour essayer de l'améliorer et de la protéger au maximum quand il y en a besoin. Ça passe principalement par par des mesures de gestion, notamment via la poche, qui vont être des mesures de gestion plus respectueuses de la biodiversité qui est présente.
Et on a aussi évidemment un troisième axe autour de la sensibilisation et pour faire connaître un petit peu la biodiversité qui est présente sur les aéroports, à la fois auprès du personnel de l'aéroport directement, qui eux-mêmes ne sont pas forcément au courant de la biodiversité qu'il peut y avoir sur leur lieu de travail, mais aussi auprès du grand public via des écoles locales et aussi des acteurs locaux de l'environnement. Euh, pour certains, ça peut paraître peut-être un petit peu bizarre d'allier biodiversité et aéroport. Mais en fait, il faut savoir qu'un aéroport en France, en moyenne, c'est quand même 70% d'espace vert. Parce que en fait, toutes les zones qu'il y a autour des pistes, en fait, elles leur appartiennent aussi. Et pour la plupart, en fait, c'est des milieux ouverts ou semi-ouverts et qui sont gérés justement sans but de rentabilité. Dans ces milieux, on va retrouver des prairies permanentes, des landes, des formations steppiques, des forêts. Et tous ces milieux-là, en fait, c'est très intéressant de se pencher dessus parce que c'est des milieux qui sont quand même en déclin à l'échelle nationale et même à l'échelle européenne. Et du coup, tout ça, ça rend les prairies aéroportuaires, ça leur donne quand même un fort potentiel d'accueil de biodiversité, évidemment, à condition qu'il y ait une gestion qui soit adaptée au cycle de vie des espèces qui peuvent s'y retrouver. Quelques chiffres aussi sur l'association. Donc, on a inventorié jusqu'à maintenant plus de 100 plateformes aéroportuaires. Parmi ces 100 plateformes aéroportuaires, on a pu faire au total environ 150 000 observations d'espèces, que ce soit la faune, la flore. Mais parmi ces observations, du coup, pour les oiseaux, on a plus de 350 espèces aviaires qui ont été observées. Ça nous amène à notre petit thème d'aujourd'hui, qui a aussi été recensé, qui fait partie de ces 350 espèces. Il a été même bien recensé puisqu'il est présent sur presque un tiers des plateformes sur lesquelles on a travaillé. Là, c'est pour vous présenter un petit peu la carte alors, comment est-ce que je fais voilà. La carte de tous les points bleus, tous les points, c'est... Ah, d'ailleurs, il manque les... Ah, bah, j'ai fait des ajouts, mais ça n'a pas dû s'ajouter. Vous avez mis en jaune la liste des plateformes sur lesquelles justement le TipNem a été recensé. Mais bon, il a été recensé sur 29 plateformes, enfin même 30, parce que j'avais pas compté Ajaccio. Donc ça représente 9 régions sur lesquelles on est présent. Et du coup, ça montre qu'il y a quand même une diversité de contextes, de climatiques et paysagers qu'on peut retrouver le TipNem même au sein des aéroports. Là, c'est juste des petites photos pour vous montrer du coup que pour les aéroports, ça reste quand même le projet, le plan national de TipNem, il reste quand même intéressant parce que il y a un large panel de régions et de milieux. Sur les aéroports, on peut retrouver des milieux du coup assez caillouteux comme cette zone-là, mais la plupart du temps, on va quand même retrouver surtout des prairies basses et aussi des milieux laissés à l'abandon, artificialisés, notamment des anciennes pistes. Ça, on a beaucoup qui sont laissés à l'abandon et qui sont progressivement recolonisés par la végétation et qui sont très attrayantes pour le TipNem. Et je vais passer le micro à Daniel pour la suite. Alors, en tant qu'aérobiodiversité, on a un vrai challenge, c'est qu'on n'est pas l'acteur principal de ces inventaires, puisqu'on est basé à Orly, qu'on fait 3 passages par an, début de printemps, fin printemps, début été, et fin de l'été, début automne. Donc, on compte beaucoup sur les plateformes aéroportuaires et leur engagement en termes de sciences participatives pour mettre en place ces suivis-là. C'est pour ça qu'on a commencé petit pour le moment, avec des plateformes engagées, avec l'espèce qui est présente sur des années d'inventaire, pour avoir une base solide au début. Avant ça, on essaie de mettre en avant aussi les arguments qui permettent de se dire que les légumes, c'est quand même une espèce intéressante à suivre sur les aéroports, et notamment qu'elle est une espèce liée au risque animalier, c'est une espèce très peu problématique à ce niveau-là. C'est souvent un peu l'argument politique au niveau des oiseaux qui représentent 95% des collisions aériennes, malheureusement.
Donc il faut toujours qu'on essaie de voilà, brosser dans le sens du poil les acteurs barrières pour montrer qu'il y a des espèces vraiment qui ne posent aucun problème. On a beaucoup de travail au quotidien lorsqu'on est sur place avec le risque animalier pour montrer que la plupart des espèces ne posent pas de problème selon la manière dont nos éléphants roulent ou la manière dont on les comprend en termes de comportement. Et l'éducation en fait partie. Je vais vous présenter des chiffres, alors je me suis trompé, excusez-moi. Il y a 50 collisions en 20 ans, donc 4 sérieuses, mais c'est pas pour 15 000 vols, c'est pour 15 000 collisions sur ces 20 dernières années. Donc seulement 0,3% des collisions concernent le Twin Triard. En termes de vol, là j'ai regardé un peu les chiffres, on est à peu près à 350 000 vols commerciaux par mois, je pense. Donc sur 20 ans, 50 collisions, c'est quand même très faible. Donc on a un vrai argument à ce niveau-là qu'on essaie de mettre en avant pour motiver les plateformes qui ont toutes un service de risque animalier sur place, qui réalisent des rondes quotidiennes, normalement tous les 2-3 heures, et qui nous accompagnent sur le terrain. Donc, on voit que c'est un faible enjeu de risque animalier et que politiquement, ça peut être plus facilement acceptable et derrière, ça permet de développer la force participative aussi au niveau des plateformes. Juste une recontextualisation du top 10 des espèces qui collisionnent le plus avec les avions. On a le faucon crétrel, notamment, qui est loin devant. Alors, bon, ce sont des collisions avérées. Ça sous-estime le nombre réel de collisions. On a pu le voir sur les plateformes. Il y a certaines qui vont recenser toutes les collisions, d'autres vont être un petit peu moins taquées, on va dire, en termes de recensement. Donc, c'est sous-estimé, mais on voit que le crétrel est largement devant, notamment en période de juillet-août, avec une forte participation des jeunes. Voilà, c'est des jeunes qui font pas très attention aux avions et qui sont souvent malheureusement collisionnés. Voilà, on a aussi l'entiné noir, la puce variable, la moitié-gueuse, et puis d'autres classiques comme le vanopé ou le pigeon râpé. Donc le dixième, à côté de ces 50 collisions, là, c'est assez faible, sachant que ça représente 2 fois moins de collisions que le lapin de guerre. Voilà. C'est toujours sympa de le savoir. Le DeepNet, du coup, on a une bonne surprise dans les aéroports, c'est que les services animaliers le connaissent plutôt bien, voire très bien. C'est une espèce, contrairement à des loups employés, des tariapas, etc., qui sont très communs dans les prairies, qui sont assez peu connus par le service animalier, des petits passerons qui ne posent pas trop de problème, assez discrets, entre guillemets, comme on ne les connaît pas. Le Digging Priard, voilà, il a cet aspect haut sur pattes, farouche, mais quand même assez typique, avec ses gros yeux jaunes, assez quand même assez actif au crépuscule notamment, donc au moment où les pompiers font leur dernière garde avec des cris assez typiques, donc ils ne passent pas inaperçus. Et ça, c'est aussi un autre point important pour nous, pour impliquer le plus les pompiers de manière pérenne. Les pompiers qui sont pour la plupart du temps pardon, responsables du risque animalier, sont sur des plateformes comme Orly ou Charles de Gaulle qui ont le budget pour avoir un risque animalier vraiment à part. Du coup, je vous disais, ils font des rondes quotidiennes, ils connaissent très bien le terrain, au moins sur les espèces à problème. Ils savent à peu près où les espèces peuvent être présentes et le screener en fait partie. Donc, on essaie de dialoguer avec eux de manière régulière, justement, pour qu'ils nous indiquent en fait régulièrement s'ils voient de nouveaux individus. En dehors, en tout cas, on fait ça en dehors du programme NICNEM et essayer de petit à petit les impliquer pour, pourquoi pas, aller plus loin et protocoler de manière un peu plus large le suivi de l'espèce. Du coup, le DICNEM est aussi intéressant par rapport à ce qu'on préconise en termes d'observation des milieux sur place. Il faut savoir que du coup, dans les aéroports, le mot d'ordre, c'est quand même de garder assez rare la végétation, de moins en moins, heureusement, avec ce qu'on conseille en termes de gestion des prairies permanentes. Même si c'est pas au top pour le DICNEM, on essaie de valoriser aussi les espèces floristiques et faunistiques de manière plus générale, dont c'est pas mal d'intérêts qui sont typiques des prairies permanentes. Bon, une grande majorité de plateformes qui sont en dehors du pourtour méditerranéen, donc c'est un peu plus de maquipa ou de steppe, de formation steppique. Et du coup, le DeepNet, il a tendance assez régulièrement à coloniser des milieux un peu, voilà, un petit peu artificialisés, en colonisation, comme tu disais, Quentin, d'anciennes pistes, des voies un petit peu désaffectées. Et ces milieux-là, on a tendance à assez peu les prendre en compte dans les préconisations de gestion. Donc on s'est dit, ben, c'est une espèce vraiment parfaite pour justement aller un peu plus loin et affiner un peu ces préconisations, vraiment plateforme par plateforme. Et on s'est rendu compte que justement ce genre de milieu avait tendance à s'entricher voilà, de ronces, de certaines exotiques envahissantes comme le Bodillia ou des espèces comme le Cynson du Cap. Et des préconisations de gestion justement qui viseraient à rétablir un milieu ouvert assez rare en conservant ces zones voilà, caillouteuses assez typiques d'anciennes zones de tarmac. C'est déjà permettre de valoriser ces cortèges, on va dire entre guillemets pionniers, plutôt que zéro-thermophiles qui sont peut-être moins mis en avant dans la gestion de certaines plateformes où c'est plus souvent des prairies mésophiles ou mésoxérophiles que l'on peut retrouver.
Donc voilà, quelques arguments intéressants. Donc l'espèce, elle est problématique. Elle est présente dans des milieux et régions variées grâce du coup, au réseau d'acteurs de l'aérien que l'on suit. Elle peut servir d'outil pour affiner la gestion différenciée. Elle est plutôt bien connue du personnel et c'est un suivi qui s'inscrit plutôt bien dans les rondes quotidiennes des pompiers. Donc pour nous, c'est un intérêt réel pour le programme national d'action et pour impliquer encore plus les plateformes que l'on essaie déjà d'impliquer en termes de sciences participatives, avec des protocoles un peu comme vous pouvez connaître le SPIPOL ou les protocoles PopReptile par exemple. Donc voilà, c'est à partir de la fin de l'année dernière que nous on s'est mis en lien avec Steve sur ce sujet-là. Et voilà, ça a commencé en tout cas avec deux premières plateformes, donc Rodez et Tours, euh, sur voilà, une base de environ 30 plateformes où l'espèce était présente de manière assez régulière. Pour la plupart des plateformes, on n'allait pas loin dans la quantification des individus chers, pardon, on recensait voilà, la présence d'individus mais là, on souhaitait aller un peu plus loin justement en prenant en compte ce type de protocole. Et le fait de convier les services du risque animalier dans cela, ça a tout son sens, ça a tout son sens pour la démarche aéronautique. Euh, et on va voir que sur Rodez, on est plutôt sur du Makiba, assist à l'avant, avec des vols aussi zéro-thermophilie plutôt voilà, typique méditerranéen, assez différent de Tours. Donc l'espèce est plutôt bien représentée sur une assez large surface. Alors, je n'ai pas les chiffres, ils l'ont fait sur papier, donc on attend de recevoir ça pour cette année. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment une plateforme plutôt intéressante où l'espèce est là depuis vraiment pas mal d'années. Et voilà, on est sur des milieux quand même assez rares, assez intéressants. Un tour que je connais un peu mieux, on a fait la formation avec Steve sur place. Là, on est plutôt voilà, sur de la prairie permanente, sur environ 90% de la surface des espaces verts, avec ces fameuses zones qui sont très. Je peux faire une bêtise, c'est ça. Ah, c'est ça, tu fasses vite. Je fasse vite, ok, ok, je le passe. Voilà, mais c'est ces zones d'anciens bitumes tarmac voilà, recolonisés, qui sont, comme vous pouvez voir ici. D'ailleurs, cette zone-là qui était historiquement intéressante pour la multiplication de l'espèce qui était recensée. Et depuis voilà, 2-3 ans, on ne voit plus l'espèce à cause de cet enfrichement. Et donc, ça nous a permis voilà, de mettre à jour aussi ce genre de préconisation, alors que l'espèce colonise des nouvelles zones de bitume qui étaient plutôt des zones militaires, maintenant désaffectées, un peu plus en périphérie. Donc, on discute voilà, avec nos correspondants biodiversité. Chaque plateforme a un correspondant biodiversité, et puis avec les services animaliers, comme vous pouvez le voir sur la. Voilà, je fais vite. Donc, pour 2026, tu veux peut-être le faire passer. Vas-y. Ok. On a des... Mais je fais vite. On a des plateformes candidates qui pourraient être intéressantes. Donc, Cannes, une grosse population. Châteaudun également dans le centre. Charles de Gaulle aussi en Île-de-France, donc c'est toujours intéressant avec ces très larges zones, ce mastodonte de l'aérien avec énormément de prairies, l'air de rien, et de zones qui pourraient être intéressantes pour l'espèce. Encore batterie, un îlot kilomètres de liberté autour de cultures intensives sur des kilomètres carrés. Voilà, on a ce genre de partenaire qu'on espère voilà, insister à la démarche et voilà, on va aller encore un peu plus loin par la suite. C'est forcément un club des différents aéroports qui mettent en lien eux-mêmes, peut-être qu'ils présentent éventuellement des choses pour des projets colloques. Et voilà. Et on est un peu plus acteur de tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était assez court, assez bref, mais c'était pour introduire la démarche. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Sinon, je vais passer à la conclusion. On en a une là-bas, on en a deux. Il y a des gens qui juste couper la distance. Sinon, Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si les éléments collectés sont disponibles quelque part, accessibles Microcrane, en fait. Et une petite question complémentaire également, est-ce que vous intervenez sur les plateformes militaires? Alors, pour nos données, nous, on fait remonter nos données à l'échelle nationale via une base de données qui s'appelle GeoNature, qui est du coup normalement consultable par n'importe qui, j'imagine. C'est les données elles sont reversées dans un pas de temps d'un an ou 2 ans, environ un an et demi par la suite de la collecte. Voilà, avec les soucis de piratage, etc. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. On a quelques terrains qui sont en partie militaires. Alors, j'ai plus tous les noms. Je sais que Tours, à un moment donné, était assez militaire. À Pau aussi, ils ont une partie militaire. C'est quelque chose qui se développe selon, en fait, c'est un engagement que les plateformes, en fait, c'est les plateformes qui sont volontaires. Donc, on va pas forcément prospecter, même si ça arrive. Donc, s'il y a des plateformes militaires qui sont intéressées à faire la démarche, oui, carrément, c'est super intéressant pour nous derrière, parce que c'est souvent des milieux aussi d'intérêt. Clairement, et des très grosses surfaces en général.
Donc, plus de surface potentielle aussi pour l'espèce en termes de tranquillité. Pour information, on a la base militaire, la base 105 militaire, qui est sur l'avion présidentiel là-bas, avec Hueling et le Seine, et on a maintenant des suivis depuis plusieurs années, des balises posées. On travaille avec les militaires pour faire les suivis des nids et des captures. Il y avait une question. Merci. Très rapidement, juste une question sur la définition de ce que sont les collisions dangereuses ou problématiques. Parce que quand on voit une alouette face à un A380, j'arrive à une réponse. Oui, c'est vrai que j'ai fait un peu trop vite. Je voulais vous faire la définition à la base. Alors, les collisions dites sérieuses, c'est les collisions qui vont entraîner soit des dégâts, mais soit un retard, ou, voilà, un souci dans l'organisation, en tout cas du trafic aérien. Ça peut être assez large. C'est pour ça qu'on voit des pourcentages. Donc, les alouettes, ça va être peut-être plutôt en période hivernale où elles sont regroupées, puis ça peut être voilà, un groupe qui va taper un réacteur ou un avion. Tandis que voilà, d'autres espèces comme des rapaces, comme le crescal, ça va être plutôt voilà, individus isolés. Voilà, pour ce moment. Donc, c'est pas forcément sérieux à risque d'un avion qui crache, c'est sérieux Ah, voilà, économiquement. c'est ça. Ouais, c'est toujours, C'est important de. toujours ancré sur le risque animalier, risque aérien, malheureusement. Mais voilà, on essaie de travailler aussi sur ça, qu'il y a déjà assez pour sensibiliser de plus en plus, parce qu'on reste quand même naturaliste à la base. Et notre but, c'est de faire valoir la biodiversité avant tout, quoi. Et un petit point aussi, c'est que par rapport aux suivis qui sont mis en place, ça suit exactement le même cas. De toute façon, tout acteur qui se trompe dans le programme national doit suivre le cadre protocolaire. Donc, les données qui sont récupérées avec un suivi mensuel, elles sont poussées via l'application Naturaliste et elles rentrent directement dans Faune. Comme ça, pour nous, ça nous permet d'avoir une donnée standardisée qui remonte automatiquement avec le réseau Faune France. Donc, ça nous permet d'avoir accès tout de suite à la donnée géolocalisée avec les déplacements. Merci à vous. Merci. Bon, mais je vais conclure. J'ai appelé aussi Johan aussi pour terminer. Moi, je voudrais personnellement vous remercier tous d'être présents aussi nombreux, que ce soit ici en présentiel et en visio. Donc, on est à peu près 100 et puis on a eu près de 70 en visio. Donc, il y a eu quand même pas mal de monde. Il y a eu, c'est un très grand nombre de structures. C'est aussi un investissement personnel pour chacun de vous, parfois en dehors des structures pour pouvoir se déplacer jusqu'à ici. Donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier Sophie. Je sais pas, Sophie Orange, je voudrais remercier Sophie pour un énorme travail qui a été fait. Vous avez dû voir l'exposition qui est en extérieur. C'est absolument remarquable. Donc, merci beaucoup pour tout l'investissement fait tout au long de ce processus pour lancer ce colloque. Alexis, enfin, je vais pas en oublier. Alexis Révillon, Hugo de Dole Environnement, Ségolène, Travichon de la LPO Bourgogne-Franche-Comté, Jaime, Olivier, bien sûr, pour l'accompagnement tout au long de la communication et l'appui au montage pour ce colloque. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout le monde, des personnes qui ont participé. Je n'oublie pas bien sûr à tous les administrateurs du GEPOC qui ont participé, à tous les intervenants qui ont pris du temps et qui ont travaillé la donnée, qui ont récolté, tous les bénévoles, tous les acteurs de terrain qui s'investissent. Merci aux financeurs qui permettent de pouvoir réaliser l'ensemble des études. Et puis peut-être laisser le mot de la fin à l'LPO, je vais t'appuyer. On vient de me dire qu'il fallait que je glisse un petit mot pour terminer. Donc oui, on remercie évidemment tout le monde, tous nos partenaires financiers qui nous ont aidés à construire ce colloque. Merci à tous les bénévoles et évidemment un grand merci à Steve pour ce travail admirable. Et quand on m'a vendu l'étude de l'IPM, on m'a dit, tu vas voir, en plus, il est sympa, hein. Je confirme. C'est vraiment très agréable de travailler avec lui et de l'accueillir sur la Loire, dans notre beau milieu naturel. Moi, ce que je retiens, c'est quand même chez nous que c'est le plus joli d'étudier les éditions. On a évité les buildings, on, on évite les champs de patates, donc on a une chance quand même formidable.
Non, mais merci à tous ceux qui ont fait des présentations, hein. Souvent, c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais on a passé beaucoup de temps à les préparer. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, que ce soit les intervenants, mais que ce soit aussi ceux qui étaient sur les réseaux qui nous suivaient par la difficulté à faire passer tout le monde et peut-être pas avoir pu développer vraiment les questions. Ce qui compte, c'est, je crois, que les gens se sont rencontrés. On a pu discuter aussi entre nous sur les petits temps de pause et c'est là aussi que c'est ça qui constitue aussi la richesse du colloque. Donc un grand merci à tous d'être venus. Un grand merci à ceux qui nous ont écoutés. Qu'est-ce que je dois dire encore? On est bon. Je reviens un petit mot des différents financeurs. Je reprends mon téléphone et le message de ce matin, hein. Oui, je retrouve les messages. Bon, vous n'êtes pas trop en retard pour... Oui, 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 oui. Alors, moi, je dois remercier la région Bourgogne-Franche-Comté, le département aussi du Jura, la ville qui nous accueille, nos partenaires techniques chez TOC, EPTB, Saône, Doubs, de l'environnement, évidemment, et le Grand Dol, qui nous ont accueillis dans ces locaux. Donc, merci. Et je vous souhaite à tous un bon retour et puis à très bientôt surtout. Et j'espère que vous allez poursuivre toutes ces études et qu'on se retrouve dans pas très longtemps tous ensemble. Voilà. Bon courage pour le retour. J'espère que, ouais, il y en a sur les trains ou quoi? Vous voulez qu'on en emmène à la gare ou... Je sais pas si réseau. On dit merci à tous. Ouais. Merci pour tout.